Dans les années 70, la F1 ça ressemblait à ça. La grille avait une incroyable diversité et chaque voiture avait sa particularité, son ADN et était clairement identifiable non pas simplement par sa couleur, mais par sa forme. Certaines présentaient des cheminées, d'autres non. Une avait un aileron avant en forme de dessous de plat, une autre avait 6 roues. Certaines utilisaient un V8 compact et d'autres un encombrant 12 cylindres à plat. Bref, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui où on se trouve avec 20 monoplaces quasiment identiques où seul le professionnel ou l'amateur éclairé est capable de faire la différence. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce manque flagrant d'originalité ? Est-ce que la F1 est devenue trop timide pour innover ou est-ce que tout le monde a juste décidé de jouer la carte de la sécurité ? Si au début de la Formule 1, le moteur était la pièce majeure marquant la différence de performance entre une Maserati, une Ferrari ou une Gordini, aujourd'hui c'est l'aérodynamique et la gestion des flux d'air qui permet de faire la plus grande différence. Et pourtant, malgré une standardisation des moteurs et donc une importance accrue de l'aérodynamique, la forme des F1 n'a pas échappé à cette uniformisation. Mais du coup, où sont passées les innovations incroyables des années 70 qui ont émerveillé nos aînés ? Et comment des ingénieurs de génie ont-ils réussi à faire la différence malgré un règlement technique toujours plus restrictif ? Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, pour comprendre pourquoi les idées géniales du siècle dernier ont doucement disparu, il nous faut plonger dans la formidable et passionnante histoire de l'aérodynamique en F1. On se retrouve fin 19e, où l'apparition de l'automobile a rapidement offert aux hommes une nouvelle arène pour se batailler. Il ne nous en fallait pas plus pour trouver un moyen de prouver notre génie et affirmer notre supériorité. Et quoi de plus évident pour prouver qu'on est le meilleur que d'être le plus rapide du village ? Et c'est là que tout commence. Donc pour aller vite, qu'est-ce qu'il nous faut ? Évidemment, il faut un gros moteur. Ouais, c'est pas faux. Mais rapidement, les ingénieurs et les constructeurs automobiles ont compris qu'à grande vitesse, ils allaient devoir faire face à un problème. Il existe une force qui ralentit la voiture. Et c'est à ce même moment que naît avec l'émergence de l'aviation, une discipline qui va révolutionner le sport automobile pour les années à venir, l'aérodynamique. En gros, c'est une branche de la dynamique des fluides qui s'intéresse à l'écoulement de l'air. Donc avec notre besoin constant de prouver que nous sommes plus rapides que nos copains, il a fallu trouver des stratagèmes pour réduire le plus possible le frein naturel de Dame Nature, la traînée. C'est-à-dire la force qui s'oppose au déplacement d'un objet dans un fluide. Et oui, pour ceux qui auraient loupé C'est pas sorcier, l'air est un fluide. Et si vous voulez diminuer cette résistance et cette traînée, qu'est-ce que vous faites ? Gagnez. Vous cherchez à minimiser la surface de contact que vous avez avec l'air. Et grâce aux recherches de l'aéronautique qui avaient quelques années d'avance, on a découvert que le meilleur profil pour une pénétration dans l'air optimale était celui de la goutte d'eau. Et c'est pour ça que les célèbres F1 des années 50 étaient nommés voitures-cigares. C'était des véritables missiles sur roues conçus pour fendre l'air à la manière d'une balle de fusil. Mais malheureusement, le développement aéro s'est vite trouvé bloqué. Malgré tout, il fallait quand même que le pilote puisse rentrer dans la voiture. En plus, à cette époque, on jugeait plus la taille de ce qu'on avait dans le slibard au nombre de cylindres qu'on avait sous le capot plutôt que par l'efficacité de notre carrosserie. Donc les années ont filé et côté innovation aéro, rien de fou, c'était le calme plat. L'histoire aurait pu se terminer ici et la F1 serait alors devenue une compétition de drag race. Mais alors que tout le monde continue son petit bonhomme de chemin, un événement va changer à jamais le visage de la Formule 1. Ce changement sera peut-être le plus important de toute l'histoire de la discipline. Plus que n'importe quelle nouvelle réglementation qui entraîne son lot d'évolution, là c'est une véritable révolution. Un changement de philosophie, un renversement radical dans la manière de concevoir ces bolides. Le problème de la F1 dans les années 60, c'est la limite d'adhérence dans les virages à cause de la force centrifuge. Les pilotes sont obligés de réduire drastiquement leur vitesse s'ils ne veulent pas finir dans le mur. Et malheureusement, dans la course à l'adhérence, les ingénieurs se sont vite retrouvés bloqués. Pour augmenter l'adhérence, ils avaient deux solutions. Soit en augmentant la surface de contact avec la piste en augmentant la taille des pneus, soit en augmentant la friction du pneu sur le sol, en augmentant la charge et donc le poids de la voiture. Mais bon, avoir des pneus de tracteur ou une voiture du poids d'un camion n'étaient pas des solutions pertinentes. On le sait tous, l'ennemi numéro 1 du chrono, c'est le poids. Alourdir la voiture dans un but d'augmenter l'adhérence des pneus est contre-productif. L'effet centrifuge sera multiplié, la voiture sera moins rapide, les freinages seront moins efficaces, bref, tout ce qu'on cherche à éviter. Donc finalement, tout le monde s'était résigné à faire des voitures fusées. Légères et rapides en ligne droite et difficiles à conduire en virage. Mais c'était sans compter sur le génie de ce monsieur, Colin Chapman. Il cherchait désespérément un moyen d'augmenter l'appui sur les pneus sans pour autant alourdir sa voiture. Sauf qu'ajouter du poids sur les pneus sans alourdir la voiture, ça paraît un peu compliqué. Et pourtant Colin a trouvé une solution. Grand Prix de Monaco 68. La pitlane ressemble encore et toujours à une boîte de cigares. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Lotus a délaissé le célèbre British Racing Green au profit d'une livrée rouge et or aux couleurs du premier commanditaire de la F1, le cigarettier Goldleaf. Et malgré l'abandon avant-gardiste de l'association couleur-nationalité de l'écurie, la vraie particularité de cette Lotus 49B se trouve sous sa robe au niveau de sa carrosserie. Regardez ça, Chapman a ajouté à son bébé des ailes d'avion, une moustache à l'avant et un aileron à l'arrière. Mais même si cet aspect évocateur est loin d'être anodin,
Le fonctionnement de ces appendices aérodynamiques est en fait l'exact opposé de celui des avions. Ah bon? Colin a dû se dire un truc du genre. Attendez, si les avions arrivent à diminuer artificiellement leur poids pour décoller, pourquoi ne pourrais-je pas faire l'inverse pour plaquer ma voiture contre le sol? Tout à l'heure, je vous parlais de la traînée, le frein naturel de Dame Nature. Mais Colin, c'est Teddy Riner en fait. Il a fait une prise de judo à la physique. C'est-à-dire que plutôt que de lutter contre une force qui lui est fondamentalement supérieure, il a décidé de l'utiliser à son avantage. Et c'est là qu'on prend tous un Doliprane parce qu'on va rentrer dans la technique pour comprendre comment ça fonctionne. Et si vous comprenez ça, vous pouvez comprendre à peu près toutes les innovations aéro, puisqu'elles sont quasiment toutes basées sur ce même principe. Pour voler, un avion a besoin d'ailes. Jusque-là, tout le monde me suit. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce que les ailes des avions sont inclinées vers le haut que les avions peuvent décoller. Ça y joue en partie, mais la réalité c'est que la portance, c'est-à-dire la force qui pousse l'avion vers le haut, vient d'un autre phénomène. Elle vient d'un principe physique assez particulier qui dit que l'augmentation de la vitesse d'un fluide s'accompagne d'une diminution de sa pression. Et la pression, non pas celle-là correspond à une force exercée par l'air sur une surface. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie plus d'un côté que de l'autre? L'objet se déplace. Pour les ailes d'avion, l'air est accéléré sur le dessus. Du coup, la différence de pression pousse l'avion vers le haut. Et hop, l'avion décolle. Et pour obtenir cette accélération de l'air plus d'un côté que de l'autre, les ingénieurs ont conçu des ailes en forme de demi-goutte d'eau. L'air passant sur le dessus de l'aile ayant plus de chemin à parcourir, il s'accélère. Donc en retournant les ailes, cette fois-ci la pression va plaquer la voiture contre le sol, augmentant l'appui sur les pneus et donc leur adhérence. Et tout ça sans alourdir la voiture. Bref, petit aparté pour comprendre cet aspect hyper intéressant de l'aéro et qui va vous permettre de comprendre tout ce que je vais dire dans cette vidéo et tout ce que vous voyez actuellement en F1. Mais alors qu'on pourrait croire que Colin a gagné son match de boxe avec Dame Nature, il semblerait que la partie ne soit pas terminée. L'ajout de tout nouvel élément sur la carrosserie modifie l'écoulement de l'air et génère une résistance supplémentaire, ce qui peut créer des turbulences et augmenter la traînée. Donc finalement, il existe toujours un compromis entre l'appui permettant de gagner du temps en virage et la traînée réduisant la vitesse en ligne droite. La question n'est plus de savoir si nous devons ou non utiliser des ailerons, mais plutôt de savoir où les mettre, sous quelle forme et de quelle taille, dans le but d'obtenir toujours le meilleur compromis, offrant le meilleur chrono final. Et en introduisant ce nouvel aspect de l'aérodynamique, Chapman a ouvert une boîte de Pandore. Tout le monde a compris qu'une mine d'or pour gagner du temps autour venait d'être découverte, et tout le monde a voulu sa part du gâteau. Les ingénieurs et les aérodynamiciens ont commencé à jouer aux apprentis sorciers en concevant des F1 toujours plus originales, avec des formes de carrosserie et des ailerons plus étonnants les uns que les autres. Jamais le paddock n'a été aussi diversifié que pendant ces années folles. Et à mon avis, il serait terrible de passer à côté des plus belles innovations de la F1 qui ont vu le jour à ce moment-là, et des anecdotes croustillantes qui les accompagnent. On retrouve notre ami Colin à qui il n'a pas suffi de transformer radicalement et irrémédiablement le visage de la F1. Après être le premier à avoir mis en lumière le compromis appui-traînée, il a également voulu être le premier à y échapper. Pour cela, il a poussé le principe de déportance à son maximum en concevant directement toute sa monoplace comme une aile d'avion inversée. Et c'est la naissance des wing cars avec comme première de la lignée la Lotus 78. Le principe était d'avoir le dessous de la voiture bombé de manière à rétrécir l'espace de passage de l'air pour l'accélérer et ainsi créer un phénomène de succion de la voiture par le sol. C'est le fameux effet de sol dont on reparle aujourd'hui depuis la nouvelle réglementation. Alors ce concept était d'une efficacité redoutable. Les pilotes avaient vraiment l'impression d'être sur des rails. On avait enfin trouvé le moyen de maximiser à la fois la vitesse en ligne droite et la vitesse de passage en virage. Mais bien sûr, tout ne s'est pas passé comme prévu. La Lotus 79, grande sœur de la 78, générait tellement d'appui dans les virages que la voiture se tordait, ce qui annulait brusquement l'effet de sol et faisait décrocher la voiture. D'ailleurs, petite anecdote sur l'atout majeur de celle qu'on appelait Black Beauty. J'aime bien cette histoire parce qu'elle montre bien qu'en fait, la chance a aussi sa place dans les innovations aérodynamiques et que malheureusement, il ne suffit pas d'être le meilleur pour pouvoir gagner. En fait, en parallèle des essais sur circuit, Lotus menait à ce moment-là un programme de développement en soufflerie. Et lors des expérimentations, les pontons de la monoplace, donc les parties latérales, présentaient des signes d'usure qui s'expliquaient par un affaissement plus important que prévu de la monoplace. Et cet affaissement traduisait une augmentation majeure inattendue de l'appui. À ce moment-là, Lotus a compris quelque chose d'énorme. Sceller l'espace entre les bords extérieurs des pontons permet d'isoler l'air accéléré sous la voiture de celui situé à l'extérieur, et donc de l'empêcher de s'échapper, ce qui permet de maximiser l'effet de sol. Et en évitant de le perturber, l'air passant sous la voiture poursuit son accélération sur toute la longueur des pontons. Et avec une voiture s'affaissant à la limite du sol, Lotus comprend aussi une deuxième chose. L'effet de sol n'augmente pas de manière linéaire par rapport à l'affaissement de la voiture, mais de manière beaucoup plus importante à mesure qu'on se rapproche du sol.
ce qui veut dire que l'effet de sol devient beaucoup plus important au moment de toucher le sol. Ce qui explique pourquoi la Lotus 79 était si dangereuse. Il suffisait d'une bosse, d'une vibration ou de n'importe quel élément faisant décoller la voiture et l'effet de sol s'annulait. Alors, que Black Beauty soit dangereuse, c'est une chose. Mais pour Colin, ce qui était vraiment inacceptable, c'est que la voiture ne puisse pas conserver sa performance en toutes circonstances. Problème. Comment voulez-vous arriver à isoler l'air passant sous la voiture sur l'ensemble d'un circuit, où la voiture va passer sur des trous, des vibreurs, des bosses et des portions de piste avec différentes inclinaisons. Ce n'est pas la même chose qu'en soufflerie où le sol reste plat. Donc c'est bien joli de faire des découvertes et d'avoir des idées, mais encore faut-il être capable de s'en servir pour en tirer bénéfice et gagner des courses. D'ailleurs, la voiture va aussi subir du roulis, donc la tâche s'annonce extrêmement complexe. Mais bon, il en faut plus pour refroidir Lotus. À chaque problème, sa solution. Et après de multiples expérimentations, les concepteurs se sont arrêtés sur l'idée de jupes latérales coulissantes, équipées de ressorts leur permettant de suivre les mouvements du châssis tout en conservant un contact avec le sol. Mais encore une fois, si la théorie est en apparence géniale, la mise en pratique est plus périlleuse. L'usure et la casse de ces jupes lors des roulages entraînaient une perte soudaine de l'effet de sol et envoyaient la voiture dans le décor. Le pilote avec. Mais bon, malgré ça, la Lotus 79 était quand même extrêmement rapide et a écrasé la concurrence sur la saison 78 avec 10 podiums dont 6 victoires. Donc vous imaginez bien qu'en voyant ça, les autres équipes ne sont pas restées les bras croisés. Un type du nom de Gordon Murray, ingénieur de l'écurie Brabham, voulait reproduire ce concept. Le problème, c'était que la Brabham était alimentée par un flat 12 alors que la Lotus 79 était alimentée par un V8 plus compact. Du coup, difficile de copier et de répliquer le dessin de la 79 sur la Brabham. Mais il en fallait plus pour décourager Gordon, qui s'est même permis de pousser le vice plus loin. À mon avis, il a dû se dire un truc du genre « Très bien mon grand, toi tu as créé l'effet de sol dynamique en accélérant le flux d'air lorsque la voiture roule. Eh bien moi, je vais faire mieux que toi. Je vais créer cet effet de sol tout seul, sans que la voiture ne bouge. Attends. Comment on peut créer un effet de sol s'il n'y a pas d'écoulement d'air ? Jusqu'à preuve du contraire, Gordon Murray, aussi talentueux soit-il, ce n'est pas Dieu. Il ne va pas changer les règles de la physique. Sauf que, qui a dit qu'il n'y aurait pas d'écoulement d'air ? Et c'est là qu'on sent venir l'escroquerie. Du coup, voilà ce que ça donne. Le mec a carrément mis une turbine à l'arrière de sa voiture. L'idée était d'aspirer l'air sous la voiture et donc de créer un effet de sol artificiel. Et c'est pour ça que la BT46B a reçu le doux nom de Fan-Car. Alors oui, sur le papier, ce gros ventilateur était un système de refroidissement. Elle était présentée comme ça parce qu'il existe une règle qui interdit tout élément aérodynamique mobile. Mais bon, à d'autres Gordon, on a tous compris que c'était un système aérodynamique ton machin. Après, regardez-moi ça. Ça c'est une voiture qui a de la gueule. Ça serait un affront de juger cette voiture non conforme et de l'empêcher de rouler. Mais comme la vie des fans est injuste, c'est ce qui s'est passé. Et vous ne devinerez jamais qu'il est interdite. Le proprio même de l'écurie. Bon, c'est plus complexe que ça parce qu'il y avait des enjeux de pouvoir et des questions de sécurité. Mais globalement, si je devais résumer l'histoire, imaginez un mec, Bernie on va l'appeler. À un moment, il a dû faire un choix. Soit la passion, soit le pouvoir. Et évidemment, en tant que véritable passionné de sport auto, il a choisi le pouvoir. C'est honteux. Bref, a posteriori, quand on connaît le parcours du loustic, on comprend ce choix. Mais après ça, les innovations ont continué de pleuvoir. Certaines d'entre elles, comme la prometteuse F1 à double châssis, ont été tuées dans l'œuf par la concurrence sans qu'elles ne puissent participer à une seule course. Encore une fois, le génie ne suffit pas. À la fin des années 90, on a même eu droit à des F1 X-Wings. Franchement, si vous aviez des doutes sur la créativité de l'esprit humain, vous voilà rassuré. En fait, c'est un peu comme la théorie de l'évolution de Darwin. Il y a le prédateur, la réglementation, et la proie, les ingénieurs. Et c'est une course-poursuite. Les ingénieurs trouvent un moyen de contourner ou interpréter le règlement technique à leur sauce, et à chaque fois, le règlement est affiné, complété pour supprimer les idées les plus dangereuses ou les plus avantageuses. C'est la sélection naturelle de l'innovation. Tout à l'heure, je vous parlais du compromis inévitable appui traîné et du graal absolu de tout ingénieur qui est d'y échapper. Le problème, c'est que les wing cars ont fini par être interdites et donc l'appui a dû être compensé par les ailerons. Et qui dit aileron, dit traîner. Donc là, les ingénieurs se sont retrouvés pris au piège. Ça serait quand même incroyable de réussir à supprimer la traînée des ailerons. Mais comment faire ? Surtout que je le rappelle, aucun système mobile ne peut être activé. En 2010, McLaren arrive avec une monoplace particulière. La forme de sa partie arrière dénote. Et comme tout ce qui est étrange en F1 ne l'est jamais sans raison, cette voiture attire les regards. Surtout qu'en plus de ça, la McLaren présentait aussi une petite verrue sur son nez au niveau du F de Vodafone. Et là, il faut réussir à faire le lien.
comment faire pour modifier temporairement le fonctionnement de la voiture sans pour autant actionner un quelconque mécanisme? Pourquoi la voiture changerait-elle de comportement si aucun élément n'est modifié pendant son utilisation? La solution, c'est d'utiliser quelque chose qui bouge dans la voiture, mais qui malgré tout règlement ne peut être ni interdit ni retiré. Le pilote. En fait, la voiture est designée de manière à changer de comportement selon le trajet qu'emprunte le flux d'air à travers différents canaux. Et pour modifier le trajet du flux d'air, le pilote dispose d'un petit orifice qu'il peut boucher avec son genou gauche. Et lorsqu'il le bouche, l'air récupéré à l'avant se dirige jusqu'à la partie arrière, où il va neutraliser les turbulences aérodynamiques créées par l'aileron arrière et donc grandement réduire la traînée de la voiture, ce qui lui donne un boost de vitesse en ligne droite. Sans déconner, c'est fascinant, les ingénieurs sont allés jusqu'à créer des canaux à l'intérieur même de la monoplace. Mais bon, comme toute innovation prodigieuse, la concurrence s'en est inspirée et a tenté de le répliquer avec son lot de dérives. Notamment Ferrari en obligeant ses pilotes à lâcher le volant d'une main pour pouvoir activer le système. Et hop, encore une formidable innovation qui va être interdite et qui va disparaître. Mais pas pour longtemps. 2 ans plus tard, c'est Mercedes qui revient avec une nouvelle idée. Elle a profité de l'intégration du DRS et donc d'un élément aérodynamique mobile légal pour modifier l'écoulement de l'air dans la voiture. Et cette fois-ci, le but est de réduire la traînée générée par les ailerons avant. Donc là, l'air passe carrément de l'arrière de la voiture vers l'avant en traversant toute la monoplace en sens inverse. Franchement, j'adore. Et c'est pas fini. Écoutez encore les pépites qu'on a eues en suivant. Il y a eu ce que j'appelle les jupes latérales invisibles. En gros, c'est le même principe que les jupes latérales, mais là l'idée c'est carrément de manipuler le flux d'air traversant la voiture pour le diriger sur les bords des pontons de manière à repousser l'air extérieur et protéger l'air intérieur. Et pour finir, toujours dans un souci d'échapper à la fameuse règle interdisant tout appendice aérodynamique mobile, plutôt que d'activer un système de manière franche, cette fois-ci les ingénieurs ont été plus subtils en utilisant un système progressif. C'est-à-dire un système permettant de réduire la traînée au fur et à mesure que la voiture prend de la vitesse. Mais comment ont-ils fait ça? Tout simplement en rendant les ailerons flexibles. Plus la voiture va vite, plus l'aileron se plie sous la pression. Résultat, moins de traînée et donc plus de vitesse. Et au freinage, hop, l'aileron reprend sa position initiale et redonne de l'appui nécessaire à la voiture pour rester plaqué au sol pendant le virage. Beaucoup d'écuries utilisent ce principe. Mais là où Red Bull a été fort en 2021, c'est que même si la FIA connaissait cette technique, même si des limites avaient été fixées pour empêcher son utilisation, ils ont spécifiquement conçu leurs ailerons pour qu'ils puissent à la fois se tordre en ligne droite et en même temps passer les tests de conformité de la FIA. Une démonstration de Red Bull dans l'art de tricher pour gagner. Mais bon, au bout d'un moment, tous les phénomènes aérodynamiques existants auront été exploités. On a beau continuer à innover, à imaginer de nouvelles solutions, à un moment donné, on sera forcément limité par les lois de la physique. Donc finalement, c'est peut-être là que s'arrête l'ère des grandes innovations. Et si un jour une limite est atteinte, l'écurie la plus performante sera recopiée par toutes les autres. Et à partir de là, la Formule 1 entrera petit à petit dans l'ère des formules monotypes. L'idéal des puristes du pilotage, mais l'enfer pour les vrais fans de Formule 1. L'innovation technique est l'essence même de ce sport. Et la voir disparaître, c'est comme voir disparaître la F1. Notre sport aura été comme un feu d'artifice. Brillant, intense, mais éphémère. Attendez. Vous croyez vraiment que c'est le genre des ingénieurs de se résigner, d'abandonner face aux règles aussi drastiques soient-elles? Franchement, la compétition est reine et l'esprit humain trouvera toujours un moyen de faire la différence. Penser que la limite est physique, en fait, c'est se tromper de combat. La limite se trouve dans la réglementation. Et comme c'est nous qui créons les règles, elles sont par essence imparfaites. Il existera toujours une brèche exploitable qui n'aura pas été anticipée. Vous connaissez certainement la phrase « le diable se cache dans les détails ». Elle s'applique hyper bien à la F1 aujourd'hui. Les monoplaces sont en apparence identiques mais complètement différentes lorsqu'on zoome sur les détails. En s'intéressant aux détails, en enfilant notre costume de détective Seb, on découvre une nouvelle dimension de la F1. On dévoile les détails qui font toute la différence. Donc même si les monoplaces d'aujourd'hui n'ont pas le charme des anciennes, laissons notre nostalgie de côté pour s'émerveiller devant les subtilités des innovations actuelles. Et c'est également l'occasion pour les passionnés de se démarquer des simples spectateurs.